Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le déficit foncier. Donc on va voir en détail déjà dans la théorie comment ça se passe au niveau du déficit foncier, qu'est-ce qu'on y gagne, mais surtout on va voir la pratique, hein. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de voir comment ça se passe sur la déclaration d'impôt et que vous puissiez comprendre les interactions du déficit foncier sur votre déclaration en ligne, hein. Qu'est-ce qui se reporte, qu'est-ce qui est utilisé. Donc je vais aller filmer mon propre espace, on va faire des tests comme ça, et puis on va expliquer un peu ce qui se passe à chaque fois. Donc pour cette vidéo déjà, je vais supposer, on va faire des exemples. Par contre, je suppose que vous connaissez déjà un peu le sujet, donc on traite que la location vide. Là, ma vidéo sur le déficit, ça parle de la location vide. Si vous faites du meublé, le déficit se passe d'une autre manière, hein. Donc c'est pour les biens qui louent vide et qui sont ce qu'on appelle au régime réel. Donc vraiment, je passe sur les... C'est-à-dire, si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, vous passez d'abord sur mon site, sur Corrige ton impôt. Vous lisez un peu les articles de la rubrique immobilier, où j'explique un peu la fiscalité de la location vide. Je vous conseille vivement de lire mon guide, hein, qui est ici, Location impôt à la source, où vraiment, voilà, j'explique toutes les optimisations qu'on a au régime réel. Donc là, on ne va pas parler des optimisations fiscales en déduisant le maximum de charges, hein. Je suppose que vous connaissez tout ça. De toute manière, le guide vous fera faire des centaines d'euros d'économie, donc lisez-le. Et donc, je suppose que vous êtes déjà aguerri sur tout ça. Donc, on parle des gens qui louent vide et qui sont au régime réel, c'est-à-dire qui ont choisi de déclarer les loyers et d'enlever les charges. Et donc, ils paieront l'impôt une fois qu'on aura fait loyer moins charge. Et comme on va parler du déficit, on va parler des gens qui sont en négatif. Donc, au niveau de mon site, si vous allez en bas à droite, vous pouvez taper déficit. Et vous avez déjà un article entier sur le déficit foncier que je vous invite à lire, qui est ici, hein. Réduire son impôt locatif avec le déficit foncier. On va revenir sur les notions, mais bon, au moins, déjà en lisant cet article, voilà, vous serez déjà un peu aguerri. Pour ceux qui ont pris ma formation en ligne, donc au niveau de la formation en ligne, il y a toute une vidéo, hein. Je remonte. Pour ceux qui ont accès, voilà, ils ont cet accès-là. Dans la première partie sur la location vide, le troisième chapitre, c'est le fonctionnement du déficit au régime réel. Donc, tout ce qu'on voit dans cette vidéo, vous l'avez même en plus, on va dire en plus technique, avec beaucoup d'exemples dans la vidéo sur le déficit foncier. Par contre, ici, on va voir en plus la déclaration d'impôt, qui est plutôt traitée un peu plus rapidement ici, donc vous aurez un peu plus d'infos. Donc alors, on y va. Alors, au niveau du fonctionnement, je vais prendre mon fichier Excel. Je vous rappelle que vous remplissez une déclaration des revenus fonciers, donc une 2044. On peut aller la regarder d'ailleurs. Et donc le raisonnement ici va marcher pour tous ceux qui remplissent ce formulaire 2044. On le verra en ligne tout à l'heure, hein. Et donc soit vos biens sont logés dans une SCI, et du coup vous avez rempli une déclaration 2072 et ça se reporte là-dedans, donc avec les revenus, les frais et charges, les intérêts d'emprunt. Soit vous louez votre bien en direct et vous remplissez ce formulaire-là, donc en remplissant d'abord les loyers, en déduisant un maximum de charges, en déduisant les intérêts d'emprunt. Donc, mais pas que, hein, lisez bien le guide, puisqu'il y a plein de... C'est là où on fait des économies, hein, il ne faut rien oublier là-dedans. Donc, quand je dis intérêt d'emprunt, on parle frais de dossier, la partie non remboursable des frais de garantie, etc. Tout ça est dans l'e-book, c'est là que sont les économies. Et donc, à la fin, que ce soit par une SCI ou un bien loué en direct, et bah, du coup, va sortir un résultat positif. Et dans ce cas, vous allez payer de l'impôt, ou un résultat négatif. Et dans ce cas, on est dans le cadre du déficit foncier, ce qui nous intéresse ici. Et donc, voilà, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment sont remplies toutes ces cases-là qui se pré-remplissent sur la déclaration en ligne. Qu'est-ce qui se passe avec ce gros tableau-là au niveau du déficit foncier? Est-ce qu'il faut que je reporte des chiffres d'une année à l'autre, etc. Donc, on va faire quelques exemples. Alors, lisez bien l'article, mais je reviens sur deux notions clés. Donc, en France, si je prends mes loyers, que j'enlève mes charges, donc du coup, et que j'arrive à un résultat négatif, par exemple, j'ai 5 000 euros de loyer et 10 000 euros de charges, j'arrive à moins 5 000. Du coup, on est dans le cadre d'un déficit, j'ai ces moins 5 000. Et sur de la location vide, on va avoir des optimisations puisque ce déficit va permettre d'avoir un gain fiscal. Donc, au niveau du déficit, on est obligé d'en distinguer deux. C'est ceux que j'ai mis ici. Alors, je vois qu'on ne les voit pas très bien. Je vais les décaler par là. Ok, là c'est bon.
Donc il y a deux déficits différents. Je vais toujours parler soit d'un déficit qui sera orange dans mon raisonnement, soit d'un déficit qui sera tout le temps violet, puisqu'on a un déficit qui va être utilisé tout de suite, parfois sur la déclaration d'impôt. C'est-à-dire je fais loyer moins charge, j'arrive dans le négatif. J'ai un déficit qui va être utilisé immédiatement sur la déclaration d'impôt, c'est-à-dire qu'il va aller s'enlever de mes salaires ou de mes autres revenus. Ça, c'est très rare. Comment dire, un déficit issu d'un revenu qui va s'imputer sur d'autres revenus, ça existe quasiment jamais. Donc là, c'est le cas. Donc, dès lors qu'on sera dans un déficit qui va s'enlever des salaires, je parlerai du déficit qui va être utilisé. Il sera orange tout le temps dans mon raisonnement. Et donc, qu'est-ce qu'on va y gagner? On va y gagner seulement la tranche d'imposition. J'explique ça dans l'article. Vos salaires, etc. sont imposés selon votre tranche d'impôt, soit 0, soit 11, soit 30, soit 41, soit 45%. Je vais souvent considérer 30, qui est la moyenne, 11 ou 30, quoi. 30%. Et donc, si dans mes salaires, j'enlève 5 000 € de déficit, qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner 5 000 fois 30%. C'est le raisonnement, il est là. Donc, je vais avoir un gain fiscal qui va dépendre de ma tranche d'imposition. Et souvent, je vais dire 30% ou 11%. Et on a un autre qui va s'appeler le déficit provisionné, que lui, je vais tout le temps appeler, que je vais traiter violet. Du coup, je vais tout le temps l'appeler en violet, le déficit provisionné. Lui, il ne va pas s'imputer sur les salaires, il va se garder pour les années suivantes. Donc, si j'ai 5 000 € de déficit provisionné, à l'inverse du orange, il ne va pas s'enlever des salaires, il va être gardé. Et donc, il sera gardé pour les années suivantes. Et ce déficit provisionné, il pourra seulement s'enlever des loyers les années suivantes, des loyers positifs. Ça veut dire qu'un déficit provisionné, on va mécaniquement tout le temps y gagner la tranche d'impôt, mais aussi les prélèvements sociaux. Parce que je vous rappelle que si vous faites loyer moins charge et que vous êtes dans le positif, s'il y a 1 000 €, vous payez 1 000 fois la tranche d'impôt et 1 000 fois les prélèvements sociaux. Donc comme un déficit provisionné va s'enlever uniquement des loyers, et du coup, on a un gain potentiel à la tranche et aux prélèvements sociaux. Donc l'avantage du déficit utilisé, c'est qu'on a un gain fiscal immédiat. En contrepartie, on ne gagne que la tranche d'impôt. Alors qu'un déficit provisionné, en général, on est beaucoup plus content parce que, ok, on l'utilise pas tout de suite, mais on sait qu'on va forcément y gagner un jour et la tranche d'impôt et les prélèvements sociaux, sachant que le déficit provisionné se garde 10 ans. Alors on y va. Donc les règles sont les suivantes. On va être obligé de distinguer, donc moi j'ai mis une case loyer, c'est-à-dire dans la déclaration, tout ce qui engendre des loyers, que ce soit la ligne 211, 212, 213 ou 214. Tout ça, on ajoute le total, et ce que j'appelle le loyer déclaré, c'est la ligne 215 en fait, c'est le total de vos revenus locatifs. Pareil en SCI, c'est la ligne 111. Donc moi dans mon exemple, je vais mettre le loyer. Ensuite, je vais grouper toutes les charges sauf une que je vais mettre à part. Les intérêts d'emprunt, je vais les mettre à part parce qu'il y a une exception. Donc ma ligne 5, c'est toutes mes charges, à savoir, donc soit ici, frais et charges en ligne 112 pour les SCI, sauf intérêts d'emprunt, vous voyez, c'est pas au hasard. Pour ceux qui déclarent en direct, c'est toutes les lignes, 221 jusqu'à 230. Alors la 230 est particulière, mais voilà. Toutes ces lignes-là qui permettent de réduire l'impôt sont cumulées en ligne 240. Et donc, quand je dis toutes les charges, sauf les intérêts, c'est la ligne 240. Et les intérêts d'emprunt qui viennent s'enlever après sont à part. Donc, eux, je les traite de manière particulière. Donc, pourquoi? Tout simplement parce qu'on a, une règle un peu particulière qui est la suivante. En fait, on a deux règles. Je vais les noter ici. Première règle, le déficit entre 0... Hop. Il va falloir que je fusionne, pardon. Je vais mettre ma première règle ici. Donc, première règle, le déficit entre 0 et moins 10 700 est utilisé. Ça, c'est la première règle. C'est-à-dire que si je suis sur un déficit de moins 5 000, c'est entre 0 et moins 10 000, et donc c'est utilisé immédiatement sur les salaires. C'est du orange. Si je suis entre 0 et moins 12 000, de 0 à moins 10 700, si j'ai 12 000 de déficit, j'ai 10 700 qui vont être utilisés immédiatement sur les salaires. Et le reliquat, les 1 300 € vont être provisionnés. Donc, je peux mettre, c'est pas la deuxième règle, c'est la même règle. Le déficit après
moins 10 700 est provisionné. Donc c'est la même règle formulée autrement et donc elle devient violet. Donc je refais un exemple. Si je fais loyer moins charge que j'arrive à moins 15 000, j'ai 10 700 qui s'utilisent immédiatement, qui sont enlevés de mes salaires. Et j'ai le reliquat, donc 4 300 €, qui eux sont provisionnés. Le déficit après moins 10 700 est provisionné et donc ce sera gardé pour les années suivantes. Dernière règle, et c'est celle-là qui fait qu'elle est un peu particulière. Les intérêts d'emprunt, ici tout ce qui est relatif à la ligne 250, donc là je vais appeler ça emprunt, mais voilà, lisez le guide, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut rentrer là-dedans, hein, c'est là qu'on fait des économies. Mais au niveau des intérêts d'emprunt, ils ne peuvent jamais être dans le orange. C'est l'exception. Le déficit issu de la ligne 250 est forcément provisionné. On va mettre en plus petit. Je ne vais pas rentrer dans ma case là. Et donc c'est cette règle-là qui fait que c'est compliqué, qui fait que les gens ne comprennent pas trop en ligne ce qui se passe, et c'est ça qu'on va voir. Donc le déficit issu de la ligne 250, il est mécaniquement provisionné, on ne peut pas l'utiliser. Et on a une toute dernière règle, qui est la suivante. On impute en premier la ligne 250. Ça, je vais vous l'expliquer avec les exemples qu'on va faire chiffrer. Donc je vais faire quelques exemples pour vous montrer comment ça se passe. Premier exemple tout simple, j'ai 5 000 de loyer. Ton exemple Thibaut, je le ferai après. On va dire que j'ai 3 000 de travaux. 3 000 d'intérêt d'emprunt. Donc au résultat, j'ai 5 000 € de loyer, j'enlève 3 000 de travaux, j'enlève 3 000 d'intérêt d'emprunt, et du coup, je suis à moins 1 000 €. J'ai 1 000 € de déficit. La question, c'est est-ce que c'est 1 000 € de déficit qui vont être utilisés ou est-ce que c'est 1 000 € de déficit qui vont être provisionnés? La règle est la suivante. Ce qui va se passer, on impute en premier la ligne 250. Ça veut dire que le fisc fait d'abord 5 000 moins les 3 000 € qui sont ici. On arrive à 2 000. Ensuite, il enlève le reste. Donc il fait 2 000 moins 3 000. Et donc j'arrive à un résultat de moins 1 000 €. Comme ce déficit est entre 0 et moins 10 700, ça va être un déficit qui va être orange. Et donc, le résultat ici est le suivant. Je vais avoir 1 000 € de déficit qui va être utilisé immédiatement, c'est-à-dire que sur la déclaration en cours, ces 1 000 € vont aller s'enlever de mes salaires et mon déficit va être utilisé et c'est terminé. Je vais gagner selon la tranche d'impôt, donc je vais gagner 1 000 € fois ma tranche d'impôt ici. Si je suis à 30%, c'est un gain fiscal de 300 €. La notion-là a vraiment son importance. Je vous ai dit, on impute en premier la ligne 250. C'est primordial parce que sinon, qu'est-ce qu'il se serait passé? On aurait fait 5 000 moins les travaux, moins 3 000 et on arriverait du coup à 2 000. Et ensuite, on aurait fait 2 000 moins 3 000. On arriverait à moins 1 000. Sauf que je vous ai dit que le déficit qui vient de la ligne 250 ne peut pas être provisionné et ne peut pas être utilisé. Il est forcément provisionné. Et donc, si j'avais imputé d'abord les travaux, j'aurais fait 5 000 moins 3 000, ça fait 2 000. Puis j'aurais fait 2 000 moins 3 000, mais mes 1 000 € de déficit n'auraient pas pu être en orange parce qu'ils viennent de la ligne 250. Et du coup, ils auraient été provisionnés. Mais ce n'est pas le cas à cause de cette règle spéciale, parce qu'on impute en premier la ligne 250. Donc du coup, c'est vraiment primordial de savoir qu'on enlève tout le temps celle-là d'abord. En ligne, ça va se faire automatiquement, mais au niveau de la déclaration papier, les calculs vous obligent à procéder ainsi. Donc là, dans cet exemple-là, qui paraît déjà simple, mais en fait qui ne l'est pas, l'ordre a son importance, puisque si on enlevait d'abord les travaux, les 1 000 € de déficit n'auraient pas pu être en orange et ils auraient été en violet. Ça aurait été mieux pour moi, mais malheureusement, c'est impossible. On subit ces 4 règles. Donc on n'a pas le choix. Alors je vais faire un second exemple pour voir un peu comment ça se passe. Je vais mettre un loyer de 0. Donc dans l'e-book, vous apprendrez aussi que même si on ne loue pas le bien, on peut commencer déjà à déduire les travaux
et les intérêts d'emprunt sous condition, et les frais de dossier, les frais d'assurance non remboursables, et l'assurance emprunteur, enfin voilà, il y a plein de choses. C'est une grosse source d'économie aussi, ça se corrige, hein, si vous n'avez pas fait ça, il y a un courrier de correction dans le guide. Et donc du coup, souvent on achète le bien, on commence à faire des travaux, à payer le prêt, mais on ne le loue pas encore. Donc on peut tout à fait avoir des loyers à zéro, et donc ça c'est un bon exemple. On va dire que j'ai commencé à faire un peu de travaux, j'ai 3000 € de travaux, on va mettre 5000. Et j'ai 4000 € d'intérêt d'emprunt parce qu'au début, il y a beaucoup de frais de dossier, les intérêts sont forts et il y a les frais de garantie en partie qui sont souvent de 1000 ou 2000 €. Donc voilà, on a quelque chose d'assez cohérent ici. Donc souvent, première déclaration d'impôt, on déclare ce genre de choses, quoi. Hein. On n'a pas de loyer et donc c'est là où le déficit se crée. C'est pour ça que cette vidéo concerne tout le monde. Hein. Ça arrive souvent. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Donc dans les faits, on a un déficit là qui est de moins 9000 €, clairement. La question est de savoir, est-ce que ces 9000 vont s'imputer immédiatement sur mes salaires de l'année, ou mes autres revenus, ou est-ce qu'ils vont se provisionner, et du coup je vais les garder pour les années suivantes. Donc on suit la règle, on impute en premier la ligne 250. C'est-à-dire qu'on fait le loyer, on est à zéro. D'abord j'ai 4000 € de déficit, parce qu'on impute en premier celle-ci. Mais il se trouve que le déficit de la ligne 250, il est forcément violé. Je ne peux pas l'enlever de mes salaires. Ce qui fait que je vais avoir ici moins 4000 de déficit provisionné, je n'ai pas le choix. Parce qu'ils viennent des intérêts d'emprunt. C'est l'exception, une exception qui nous arrange bien en l'occurrence. Ensuite, on a un déficit qui vient des travaux. Lui, il peut être provisionné, il est entre 0 et moins 10 700, il n'y a pas d'exception. Et du coup, ces 5000 € vont aller s'enlever de mes salaires immédiatement. Donc sur cette déclaration-là, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai 5000 € qui vont s'enlever tout de suite de mes salaires et je vais gagner la tranche d'impôt. Et j'ai 4000 € qui vont se provisionner, que je n'utiliserai que les années suivantes et j'y gagnerai les prélèvements sociaux et la tranche d'impôt. Donc voilà au niveau du fonctionnement. Je vais même plus loin. Qu'est-ce que je voulais faire en plus loin ? Ouais. Imaginons que je fais la même cette fois, mais avec 15 000 de travaux. Je vais faire tous les cas, comme ça ce sera clair pour tout le monde. Donc je fais la même, avec 15 000 de travaux. J'ai pas de loyer. D'abord, j'enlève les intérêts d'emprunt, parce qu'on impute en premier la ligne 250. Mais je peux pas l'enlever de mes salaires, donc ces 4000 vont forcément être provisionnés. Ensuite, j'enlève les travaux. Ceux-là peuvent être enlevés des salaires, mais que à hauteur de 10 700. C'est la première règle. Ça veut dire que je vais avoir moins 10 700 de déficit qui viennent des travaux qui s'enlèvent de mes salaires. Et les 4300 qui restent, eux, vont se provisionner aussi avec les 4000 d'intérêt d'emprunt. Et donc, ils vont devoir s'ajouter ici. Et voilà ce qui va se passer ici. Je vais avoir 10 700 qui s'enlèvent de mes salaires, parce qu'ils viennent des travaux, et 8300 qui se provisionnent. Une partie parce qu'ils viennent des intérêts d'emprunt et qu'il n'y a pas de choix. Une autre partie parce que c'est la partie après moins 10 700 qui est provisionnée systématiquement. Donc voilà, je peux refaire un ou deux exemples, mais vous avez le fonctionnement. Et maintenant, on va aller voir la déclaration d'impôt, puisque la question, c'est de voir comment ça se passe au niveau de la déclaration d'impôt. Je peux faire quand même un ou deux autres exemples pour tout couvrir. On va faire l'exemple de Thibaut dans le chat. 2000 de loyer. 25 000 de travaux. 3 000 d'intérêt. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? On impute en premier la ligne 250. Donc, on a 2000 de loyer. La ligne 250, on a 3000 négatifs. La ligne 250 peut ramener les loyers à zéro, mais le déficit après ne peut pas être provisionné. Donc, on va faire 2000 moins 3000. C'est fait que les loyers vont être à zéro. Et les 1000 € d'intérêt d'emprunt qui restent vont forcément se provisionner. Ensuite, on a 25 000 de travaux. Au niveau des loyers, on est déjà à zéro grâce aux emprunts. Donc sur ces 25 000 de travaux, les premiers 10 700 vont être utilisés immédiatement sur les salaires. Et il nous reste... qu'est-ce qu'il nous reste ? 14 300. Il nous reste 14 300, mais un déficit au-delà de moins 10 700 est provisionné. Donc on a ces 14 300 qui vont aller se provisionner ici.
Donc voilà ce qui va se passer ici, hein. On a 28 000 de déficit et 2 000 de loyer, donc on a un déficit global de 26 000. En vrai, sur ces 26 000 euros de déficit global, il y en a 10 700 qui vont s'utiliser immédiatement et je vais gagner 10 700 fois ma tranche d'impôt parce qu'ils vont s'enlever de mes salaires ou autres. Et il y a 15 300 qui vont se provisionner et je vais forcément y gagner et la tranche et les prélèvements sociaux. Je fais un dernier exemple pour vous montrer ce qui se passe avec un déficit provisionné. Je vais garder le même exemple et on va, hop, on va regarder ce qui se passe l'année suivante. Faire quelque chose comme ça. Donc merci, c'était un bon exemple, il est pas mal celui-là. Donc l'année N est traitée. Ok, donc celle-ci, on vient de la faire. Et donc au terme de l'année N, surtout, on retient ici que ça, là, ces 15 003, je vais l'entourer, vont être reportés. Et c'est pour ça qu'on va aller regarder la déclaration d'impôt, parce que ces 15 300, ils vont être gardés pendant 10 ans, et on va voir comment ça se passe au niveau de la déclaration d'impôt. Comment ça se passe? En année N+1, on va supposer que maintenant je commence à louer le bien, j'ai un peu plus de loyer. Donc je vais dire que j'ai 10 000 euros de loyer. Au niveau des travaux, taxes foncières, tout ça, j'ai plus grand chose. On va dire que j'ai 1000. Et au niveau des emprunts, ça baisse chaque année, donc je vais passer à 2000. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette année-là? Je vérifie. Ouais, mon exemple est bon. Ok. Donc, le fisc prend les loyers, 10 000. Il enlève les travaux. Enfin, il enlève, pardon, d'abord les intérêts d'emprunt. On arrive à 8 000. Et il enlève les travaux. On arrive à 7 000. Donc, au niveau du revenu foncier, ce qu'on appelle le revenu foncier imposable, je la refais, hein. C'est 10 000. On enlève la ligne 250 d'abord, puis celle-ci. J'arrive à 7 000. Si jamais je n'avais pas de déficit foncier provisionné, ces 7 000 subiraient la tranche d'impôt et les prélèvements sociaux. Voilà, je paierais 7 000 fois 30% et 7 000 fois 17,2%. Mais là, j'ai un déficit provisionné. Et donc ce déficit provisionné va venir s'imputer sur un revenu foncier positif, mais uniquement pour le ramener à zéro. Je vous rappelle qu'un déficit provisionné permet juste de ramener à zéro le loyer. Il se transformera jamais en orange. Hein. Il ne permettra pas d'aller dans le négatif. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais utiliser 7000 parmi mes 15 300 provisionnés pour ramener ce loyer à zéro. Donc au final, le loyer imposable va être de 7000 moins 7000, il va être de 0. Donc ça, je peux le mettre ici. On va dire que c'est le loyer imposable final. Et du coup, le fisc va recalculer mes déficits provisionnés, puisque j'avais 15 300, mais j'ai utilisé 7000. Et du coup, mes nouveaux déficits provisionnés vont être de 8 300. Et donc, si l'année d'après, je refais la même et que j'ai encore 7000, bah, je vais utiliser mes 7000 parmi mes 8300 pour le ramener à zéro, puis il me restera 1300 jusqu'à ce que j'en ai plus, quoi. Donc voilà comment ça marche. Un déficit peut être utilisé pendant 10 ans, donc on ne perd jamais. Hein. Si jamais il vous reste plus que 2-3 ans pour utiliser un déficit, c'est rare. On a des stratégies voilà, on achète ce qu'on appelle de l'usufruit, on achète des revenus immobiliers pour l'utiliser, quoi, et ne pas perdre ce gain fiscal à la tranche et aux prélèvements sociaux. Donc j'espère que c'est clair. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe au niveau de la déclaration d'impôt, puisque ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il faut voir comment ça se passe, et surtout, quand on a un report comme ça, il faut voir comment on fait, quoi, hein, puisqu'il s'agirait de ne pas le perdre, surtout, et de l'utiliser correctement. Alors, on va aller voir la déclaration d'impôt. Je vais me reconnecter sur mon espace. Ce que je vous propose, c'est d'abord d'aller voir la déclaration d'impôt en ligne. Et on verra après la déclaration d'impôt papier. En ligne, j'aime mieux parce que c'est plus simple. Hein. Vous allez voir, une bonne majorité est pré-remplie. Hop, allez, accéder à la déclaration en ligne. Ok, parfait. Allez, on y va. Je vais enlever toutes mes lignes qui me servent à rien. Alors, je décoche un peu tout, puisque hier, la semaine dernière, on avait fait des simulations sur les cryptos. Donc, j'avais coché toutes les cases relatives aux crypto-monnaies.
Ok, tout ça est bon. D'ailleurs, à ce sujet, hein, la prochaine conférence sera sur les enfants majeurs. Donc ce sera sur mon site demain ou après-demain. Là, je suis en train de préparer. On va faire toute une vidéo pour les enfants majeurs. Comment les déclarer, comment optimiser, etc. Comment ça se passe. Alors c'est parti. On passe en grand écran. Alors au niveau de la déclaration d'impôt, tout se passe ici à l'étape 3. Donc c'est à l'étape 3, je vous rappelle qu'on coche des cases pour faire apparaître les formulaires. Et donc pour ceux qui ont des revenus fonciers, c'est dans les déclarations annexes. On ajoute soit la 2044, soit la 2044 spéciale. C'est les deux mêmes, hein. C'est l'une ou l'autre. La spéciale, c'est pour ceux qui ont des biens, soit en nue propriété, soit des borlots, des périsols, des deux-robiens, des choses comme ça. On va prendre une 2044, mais les deux, c'est un fonctionnement identique, ça se passe pareil, hein. Et donc, du coup, quand vous faites suivant, sur la gauche apparaît l'annexe 2044, donc c'est elle qu'on va aller regarder, hein. Alors, première étape. Donc, selon le nombre de biens, vous pouvez mettre voilà, si vous louez 2, 3, 4 biens, vous mettez ici le nombre ça s'appelle des propriétés rurales et urbaines, hein. Si vous louez à travers une SCI, c'est là-haut. Bon, peu importe, c'est pareil, hein. Le fonctionnement est le même dans les deux cas, hein. C'est vraiment kiff-kiff. Donc, moi, je vais mettre une propriété rurale et urbaine. S'il y a des questions, vous me les mettez en commentaire ou au commentaire de la vidéo ou dans le chat là si c'est pas clair. Mais qu'on en mette une, deux ou trois, c'est pareil parce que tout s'ajoute, hein. Tous les loyers de tous les biens s'ajoutent, tous les intérêts de tous les biens s'ajoutent et toutes les charges de tous les biens s'ajoutent et on fonctionne exactement comme je l'ai fait avec l'exemple. Donc là, quand je prends mon exemple avec 2000, 25 000 et 3000, je pourrais avoir 3 biens qui font 1000 € chacun et avec 10 000 et 15 000 de travaux sur l'un. Enfin voilà, ça s'ajoute et après on procède comme je l'ai montré là. Donc on va en mettre qu'un. Ça va nous faciliter la vie, mais c'est pareil. Alors, hop. Donc je crois que j'avais mis un premier exemple. On peut en mettre un ici. Voilà. Donc j'avais mis 1000 € de loyer, 3000 € de travaux. Alors on peut les dispatcher pour voir un peu, hein. Je peux mettre 2000 de travaux. Et puis 500 € de prime d'assurance. Et 500 € de frais d'administration et gestion. De toute manière, tout ça est groupé. Et donc voilà, on va avoir ce 3000 en ligne 240, c'est lui qui va servir à faire les calculs, hein, à savoir 2000 plus 500 plus 500, donc tout ça est groupé. Les 1000 € de loyer en haut, on va supposer que c'est un bien que je viens d'acheter par exemple. Et au niveau des intérêts d'emprunt, j'avais mis 5000. Donc déjà, si on reprend rapidement mon tableau pour voir ce qu'on attend, a priori, qu'est-ce qui doit se passer? J'ai 1000 € de loyer, 3000 € de charges et 5000 € dans les intérêts d'emprunt. On va regarder ce qu'on attend. Je vais repartir sur mon gris là, hop. Donc j'ai 1000, 3000, 5000. A priori, ce que j'attends, on prend les loyers 1000, on enlève d'abord la ligne 250. Donc 1000 moins 1000, je suis à 0. Par contre, la ligne 250 est forcément provisionnée, donc j'attends moins 4000 en provision. Ensuite, j'enlève les travaux, donc je suis déjà à 0 parce que le loyer a été mangé par la ligne des emprunts. Les travaux, eux, peuvent s'imputer sur les salaires et donc j'attends 3000 de déficit qui va s'utiliser sur les salaires. On va voir ce qui se passe au niveau de la pratique. On va mettre suivant. Alors voilà, on met le détail des travaux normalement, hein, quand est-ce qu'on les a payés, etc. Le détail des intérêts d'emprunt. Et on y va. Ce que j'aime bien dans cette déclaration d'impôt en ligne, c'est que tout est automatique. C'est-à-dire que normalement, vous n'avez rien à toucher. On l'évoquera après. De temps en temps, il y a une case à modifier. Mais là, on va voir que déjà, tout se fait tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Il calcule un déficit total de 7000. Donc effectivement, pas de problème, hein. 1000 moins 3000 moins 5000. En global, je suis à 7000 de déficit. Et ensuite, on voit qu'il fait le détail. 1000 de loyer, 5000 d'intérêt, 3000 de charges. Et du coup, ce qui est important, c'est les reports, puisque c'est les reports qui vont servir à calculer l'impôt. Donc il y a la case 4BA où il reporte 7000. Celle-là, j'ai envie de dire, elle est plus informative. Elle sert quand c'est un revenu positif. La case 4BA, si c'est positif, elle met la tranche et les prélèvements sociaux. Si c'est négatif, c'est pour info. On a 3000 qui s'imputent, on voit dans la case 4BC. Et donc si je regarde mon histoire,
Les 3000, c'est mon déficit utilisé. Et donc la case 4BC, c'est la case qui fait que ces 3000 vont aller s'enlever des autres revenus du contribuable, des salaires, des revenus bancaires, etc., des revenus du conjoint. Donc ça, c'est un déficit qui va être utilisé et on va gagner uniquement la tranche d'impôt. Et je vois qu'en ligne 4BB, j'ai 4000 € de déficit qui vont être provisionnés. Donc la ligne 4BB, c'est du déficit provisionné. Et si je regarde mon petit tableur, j'ai bien 4000 € de déficit qui doivent se provisionner. Et donc du coup, ce montant-là va être gardé pour les années suivantes. Et je pourrais l'utiliser dans le futur pour baisser mes loyers imposables futurs. Et j'y gagnerai la tranche et les prélèvements sociaux. Alors je suis bien conscient qu'une fois que les gens ont compris la démarche, c'est simple, tout le monde a envie de faire du déficit violet. Hein. On a envie d'optimiser ce déficit violet, on n'a pas envie de faire du orange, on aimerait imputer dans un autre sens, etc. C'est impossible. Je vous rappelle que là-dessus, on ne peut pas tricher, il n'y a rien à faire. On subit ce calcul, ce sera tout le temps comme ça. J'explique aussi dans le guide, souvent des gens me disent « Ah, bah, je viens d'apprendre avec votre guide que je pouvais déduire ça et ça, je ne l'ai pas fait. Est-ce que je ne l'ai pas fait l'an dernier? Est-ce que je peux tout mettre sur la déclaration de cette année ?» Non, parce que ça, c'est redressement immédiat. À cause de ces interactions de calcul, ce qu'il faut faire, c'est corriger la déclaration de l'an passé. Le fisc refera les calculs, verra s'il y a des reports et il recorrigera tout ça comme ça. Mais en mettant tout dans la déclaration alors que c'est des charges d'il y a 2 ans, vous faussez ces calculs et c'est redressement fiscal immédiat. Et en plus, comme j'explique dans l'e-book, c'est horrible souvent parce que les gens déduisent des charges d'il y a 2 ans qu'ils ont oubliées. Le fisc attend 3 ans pour redresser cette déclaration. Et là, vous dites, ok, on redresse celle-là, mais je corrige celle d'avant. Sauf qu'il y a prescription. Au bout de 4 ans, vous ne pouvez plus aller corriger celle d'avant et vous perdez toutes vos charges. Donc vraiment, faites bien comme j'explique dans l'e-book. On corrige la déclaration passée avec le courrier de correction. Ça marche à chaque fois, c'est un droit. Mais on le fait tout de suite et on ne fait pas du bricolage comme ça en reportant d'une année à l'autre parce que vous allez vous faire coincer. Donc si j'en reviens à mon micmac, là, tout se reporte tout seul. La cascade BA, c'est le déficit total ou le revenu positif s'il y en a un, et dans ce cas, on subit l'impôt et les prélèvements sociaux. La cascade BC, c'est le déficit orange qui va s'enlever des salaires, je vais y gagner ma tranche d'impôt. Et la cascade BB, c'est les 4000, c'est mon déficit violet qui se provisionne les années suivantes. Et si on regarde en dessous, on voit ce petit tableau de la ligne 450. Ce petit tableau, c'est tous les déficits des années passées qui n'ont pas encore été utilisés. Donc je vous disais, on a le droit d'utiliser jusqu'à 10 ans en arrière. C'est-à-dire que là, pour la déclaration des revenus 2021, je peux utiliser mon déficit de l'année 2011 s'il était encore là et après il aurait été perdu. Ce qui se passe, c'est que là, j'ai créé un nouveau déficit et il se met tout seul en ligne 221. Donc vraiment, ça se fait tout seul. Et si jamais, c'est pas si jamais, c'est-à-dire l'an prochain, quand je vais refaire ma déclaration d'impôt en ligne, ce tableau va être décalé. Donc là-haut, ce sera 2012, en bas, ce sera 2022. Et donc à la place de 2020, j'aurai 2021. Et je verrai que ces 4000 € seront ici. Ils vont se reporter. Ouais, je peux pas la modifier, celle-ci. Peut-être la modifier comme ça, voilà. Les 4000 € l'an prochain ne seront plus là. Là, ce sera le déficit 2022. Ils seront en haut, au-dessus, là. Donc, ce tableau-là, je vous l'ai dit, c'est pas la peine de le modifier. Ça va se faire tout seul. Je vous ai dit, il y a un cas dans lequel il faut modifier ce tableau. C'est soit si vous l'avez déjà modifié par le passé, on va dire 2 cas. Vous l'avez déjà modifié par le passé, vous vous êtes trompé et vous voulez le remettre à jour. Alors là, attention, je vous conseille plutôt de me solliciter pour une formation par téléphone, qu'on remette tout à plat et qu'on le refasse correctement. Ou alors vous le faites tout seul, mais c'est risqué, puisque là, il est compliqué. Le second cas, c'est la première fois que vous faites la déclaration en ligne. Et là, c'est vrai, du coup, avant sur la déclaration papier, chaque année, il fallait aller chercher son montant là et le reporter à la main dans la déclaration papier de l'année suivante. On avait beaucoup d'erreurs. Maintenant, en ligne, ça se fait tout seul. Par contre, la première fois que vous passez en ligne, il faut informer le fisc des déficits passés et donc il faut les remplir à la main juste la première année pour reprendre ceux qui étaient sur la déclaration papier. Une fois que c'est fait, après, ça se reporte tout seul. Donc voilà, au niveau de la déclaration en ligne, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais même plus loin. Je ne sais pas si je peux faire la simulation. Je vais essayer.
je suis en train de me demander si je peux vous montrer ce qui se passe si je fais une simulation où j'ai un résultat foncier positif, mais j'avais un déficit des années provisionnées d'avant, et vous montrer que ça se passe tout seul. On va essayer. On va dire que cette fois, j'ai plus aucune charge. Donc je suis à 1000 € de loyer. Hop, positif. Mais je vais essayer de dire que les années suivantes, j'avais un déficit foncier qui s'est provisionné. On va mettre celui de... Et normalement, ça se fait tout seul. Maintenant, je ne sais pas si c'est possible ici. On va mettre 2000 qui vient de 2019, par exemple. Voilà, on va mettre 2000. Alors du coup, est-ce qu'il arrive à le calculer? Il devrait me mettre 1000 et 2000. Ok. On va aller voir le résultat. Donc, je vous remontre. La 4BA et normalement la 4BD devrait figurer à 2000. Non, ça devrait se faire tout seul. Je pense que ça le fait pas parce que ce qu'il faudrait faire, c'est ça. Et du coup, j'ai 1000. Ok, non, donc ça marche pas. Alors, je pense que ça peut marcher comme ça. On va faire un test. À mon avis, si vous avez fait une erreur et que vous remplissez à la main, potentiellement vous aurez un problème. Ce qui doit se passer, imaginons si j'ai 1000 € de résultat ici. Donc ces 1000 € avant d'être imposés, on enlève les déficits provisionnés des années d'avant. Donc si j'ai 2000 € de déficit dans mes années précédentes, et ben mécaniquement, je dois utiliser 1000 € parmi ces 2000 pour ramener mon revenu foncier à 0. Et il me restera 1000 € de provisionnés pour les années suivantes. Donc, est-ce qu'on peut le corriger à la main? Avant, on pouvait remplir cette ligne, mais maintenant, c'est plus le cas. Donc, je vais regarder. Soit on met 2000 ici et ça va se faire tout seul. On va regarder si ça se fait tout seul. Si ça se fait pas tout seul, c'est qu'il faut mettre 1000 ici. Il fait 2000 moins 1000 et il garde 1000 à la fin. Je vais aller regarder s'il le fait tout seul. Donc, il reporte 1000 en case 4BA. Il reporte 2000 en case 4BD. On va aller au bout de la déclaration, voir au niveau du calcul si du coup je suis bien à 0 de revenus fonciers imposables, hein, et donc du coup normalement j'ai pas de prélèvements sociaux à payer. C'est comme ça que je vais voir si le résultat est bon. Hop, il m'oblige à aller jusqu'au bout des cases. C'est que j'ai mis un 3916 quand on a fait les déclarations pour les crypto-monnaies. Il va falloir que je l'enlève. Alors attendez, je vais repasser en caméra, je vais tout enlever. On va recommencer. Hop, si vous déposez l'annexe, vous devez cocher 8TT ou 8TU. Ok. Ça y est, on arrive au bout. Alors, est-ce que j'ai pu le corriger comme ça, simplement? Avance perçue, ok, ça a marché. Ok, donc du coup, hop, je vais vous montrer au niveau du résultat. Donc ma correction à la main a marché. Maintenant, voilà, je vous conseille, soit vous me sollicitez pour le faire si vous ne l'avez pas fait, ou vous sollicitez un professionnel parce que voilà, je suis obligé de vérifier. Je me rends compte que ça a marché. Donc en 4BA, j'ai bien 1000. En 4BD, j'ai bien 2000 € de déficit non imputé. Si je regarde le détail du calcul, je me rends compte que effectivement, je n'ai pas de prélèvements sociaux, donc j'ai bien eu mes revenus fonciers qui n'ont pas été imposés. Et à l'issue, je m'assurerai quand même de regarder mon avis d'impôt et de vérifier que j'ai bien 1000 € de déficit foncier antérieur encore non imputé.
Mais là, j'ai bon espoir que ce soit bon, le résultat s'est fait correctement, hein. Donc voilà comment ça se passe. Moi, je simplifie, hein, au niveau de la déclaration en ligne, je vous la refais. Tout se fait tout seul, clairement. Si vous avez été trafiqué ces lignes 450, on va aller les regarder à nouveau. Là, soit vous êtes très à l'aise, la vidéo a été très claire et vous vous sentez de les modifier. Hop. Tant que vous modifiez ces lignes, les lignes de la SCI, les lignes de tout ça, ça se fait tout seul. Au niveau du déficit, cette colonne-là, il fallait juste la remplir l'année où vous êtes passé de la déclaration papier à la déclaration en ligne, si et seulement si vous aviez un déficit des années passées. Si vos biens ont tout le temps fait du positif ou si les premiers déficits viennent de quand vous avez fait la déclaration en ligne, tout ça se fait tout seul, il n'y a jamais de problème. Donc si vous avez eu papier, vous avez eu à modifier ça, ou si vous avez un jour joué un peu là-dedans, vous vous êtes dit tiens c'est faux, etc., je modifie ça à la main, là ça vaut le coup de venir me solliciter ou de prendre un expert comptable pour remettre tout ça d'aplomb. Mais on voit qu'au niveau de la déclaration d'impôt, sur le déficit là, tout se fait tout seul, hein. Il n'y a vraiment pas de problème, ça se fait tout seul. Et ça se passe comme je vous l'ai expliqué ici, hein. Donc les règles sont les suivantes, elles sont là. Au niveau de la déclaration papier, c'est beaucoup plus compliqué pour ceux qui y sont encore. On peut regarder rapidement. Alors c'est compliqué en même temps, pas tant que ça. Est-ce qu'ils m'ont sorti la bonne? Ouais. Donc au niveau déclaration papier, il faut remplir les cases. Et à la fin, ça vous dit si les montants sont en case A, B, C, D. Pareil pour le bien là. Et donc du coup, à la fin, tout le calcul qui est fait automatiquement par le fisc, il se fait ici, dans la ligne 430 à 450. Et il faut vraiment suivre pas à pas, hein. C'est-à-dire que les résultats, là, on vous dit de mettre la case D plus la case I. Donc là-dedans, on aura soit le positif qui subit la tranche et les prélèvements sociaux, soit le négatif global, qui lui n'a pas trop de sens. Ensuite, vous allez répartir le déficit entre le orange et le violet en ajoutant ces cases ici, là. Et donc après, il y a un calcul, si 432 est supérieur à 431, c'est notre histoire du plafond de 10 700, là. Donc, en fait, ça se fait, hein, pas à pas, ça se fait, et on retrouve les lignes 4BA, 4BC, 4BB, et 4BD tout à la fin, hein, qui sont les plus importantes. Donc, avec toujours la même règle, hein, qu'on a vu tout à l'heure. L'important, c'est de... Hop, on va revenir ici, hein. L'important, c'est qu'en case BA, il y ait le revenu foncier soit positif, soit le déficit global. En case 4BC, c'est le orange. En case 4BB, c'est le violet. Et en case 4BD, c'est le violet provisionné les années passées. Et donc après, tout se fait tout seul, hein. Et donc c'est pareil sur la... Voilà. C'est pareil au niveau de la déclaration papier. Sauf que ce sera à vous chaque année de compléter ce petit tableau là. Et donc là, de mettre le détail, c'est-à-dire d'utiliser le déficit le plus ancien pour ramener le revenu foncier positif à 0 et de refaire ce petit tableau. D'ailleurs, c'est une des dernières règles que j'ai pas mis, hein. C'est vrai que c'est assez rare, mais bon, quitte à être complet, on va le faire. Je vais reprendre mon exemple ici. Imaginons, j'ai 1000 euros, 3000, 5000. Donc je fais 1000 moins 1000, j'ai 4000 qui se provisionnent et j'ai 3000 de déficit utilisé. Et on va imaginer que j'avais aussi j'avais moins 5000 de l'année d'avant, quoi. Hop. On va dire que c'est moins 5000 que je vous mets là, là. Ça, c'est l'année encore N-1. Et en N plus 1, on va dire que je sors 4000 de loyer. Et c'est tout. Donc le loyer, j'ai pas de charge à enlever. Ces 4000, c'est le résultat. Là-dessus, je vais payer de l'impôt et des prélèvements sociaux, mais on va utiliser avant les déficits provisionnés. La dernière règle, c'est que quand on en a plusieurs, on utilise le déficit le plus ancien. Et c'est très bien parce que c'est celui qu'on risque de perdre en premier au bout de 10 ans. Donc là, dans mon cas, les 4000 repassent à 0 parce que j'utilise une partie des 5000. Et donc là, je vais arriver à 0. Et mes nouveaux déficits sur le petit cadre 450, ce sera moins 1000 ici et moins 4000 pour l'année N. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer sur le déficit. S'il y a un autre exemple dans le chat ou s'il y a des questions, c'est le moment. Et sinon, bah, ça bascule en vidéo YouTube dans tous les cas. Donc, dans les commentaires de la vidéo YouTube, vous pouvez mettre vos questions. J'y répondrai aussi.
Et voilà au niveau du déficit. Donc, une grande chance, ça se fait tout seul en ligne. Et ça, c'est vraiment un gros atout pour la déclaration d'impôt en ligne. C'est vraiment cet automatisme-là qui est excellent, hein. Là-dessus, vraiment, ça se fait vraiment très très bien. Et si vous avez un jour bidouillé ce tableau 450, ou si vous êtes passé de papier à déclaration en ligne sans le bidouiller, alors que vous aviez des déficits, là, ça vaut le coup d'aller prendre un professionnel ou de me solliciter pour vérifier ce qui a été fait. Ok, donc si tout ça est clair, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je mets ça en ligne. Et ceux qui sont sur Twitch, je reste un peu encore pour répondre aux commentaires pendant une quinzaine de minutes.